Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Pia et tu écoutes Topia le podcast. Coucou toi, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode d'Utopia le podcast où on va parler de la santé mentale et plus particulièrement de ma santé mentale au lycée. Alors pour recontextualiser, je suis allée dans un lycée qui n'était pas mon premier lycée de secteur et donc j'ai dû me séparer de mes meilleurs amis. Au lycée, je me suis retrouvée en seconde seule. Enfin, je connaissais 2-3 personnes dans ma classe, mais voilà, j'étais pas proche d'elles. Et j'ai, du coup, intégré une classe européenne allemande au lycée, ce qui faisait que j'allais voir la même classe pendant 3 ans, du moins, c'est ce que je pensais, avant que la réforme des lycées débarque. Et cette réforme, je dois l'avouer, m'a détruit la vie. Voilà. Littéralement, c'était horrible, je l'ai extrêmement mal vécu et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Pour recontextualiser un peu ce qu'a été cette réforme, ce qu'était la réforme à cette époque, on n'en savait trop rien, ça changeait toutes les 2 semaines, ce n'est pas toutes les semaines, c'était vraiment des tests. Des tests, ils testaient tout ce qu'ils pouvaient, ils le testaient sur nous. On était vraiment les bêtes de laboratoire. Et moi qui a toujours eu du mal avec l'anxiété et avec ma scolarité et avec l'anxiété scolaire, ça a été un désastre. J'ai très 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 mal vécu cette période. En seconde, j'ai bien vécu. Je dirais pas que j'ai bien vécu ma seconde, mais disons que c'était l'année la moins catastrophique puisque on savait pas à quoi il fallait s'attendre. On était un peu dans le flou, on savait que ça allait arriver, mais voilà. Ce qui a été relativement dur en seconde pour moi psychologiquement, c'est de trouver ma voie tout simplement parce qu'on nous demandait de choisir des spécialités. Et je sais pas si le discours est toujours le même actuellement au lycée, mais le discours était les spécialités que vous allez choisir vont déterminer votre carrière, votre vie, voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et ça a été relativement dur parce que, tout simplement, on peut pas demander à des ados de savoir ce qu'ils vont faire de leur vie alors qu'ils savent même pas qui ils sont eux-mêmes. Voilà. Je trouve ça hyper malsain, tout simplement. Et absolument pas nécessaire. Mais voilà, il faut savoir que j'étais pas du tout une personne scolaire. J'avais aucune facilité à part en histoire et en anglais et encore. Vraiment et encore. Mais voilà, il y a des gens qui sont bons en sciences, d'autres bons en langue. Moi, j'étais ni l'un ni l'autre, quoi. J'étais vraiment mid, genre nul. Enfin, pas nul, mais disons que choisir des spécialités n'a pas été une évidence pour moi, à part pour l'anglais. Et il faut savoir que c'est à cette année-là, que j'ai commencé à avoir une relation vraiment très conflictuelle avec ma mère sur les études, puisque ma mère voulait que je fasse spé maths, comme beaucoup de parents, je pense, sauf qu'il faut savoir que moi, j'étais éclatée au sol en maths, vraiment éclatée au sol. J'avais beau essayer de comprendre et j'essayais par tous les moyens d'y arriver, je n'ai pas la logique scientifique et encore moins mathématique. Et c'était un calvaire. C'était un calvaire parce que je faisais des cours de soutien avec mon oncle tous les dimanches matins à 8h. Je devais aller chez lui pour faire mes cours de soutien. Je ne comprenais rien. Même avec lui, je comprenais rien. J'étais désespérée. J'avais 8 en maths.
de moyenne, c'était insupportable. En fait, j'avais 7 et 8. Des 7, des 8, des 7, des 8. Voilà, vraiment. Et, et du coup, j'ai essayé tant bien que mal d'expliquer à ma mère que je ne pourrais pas faire spé maths parce que je n'étais pas absolument pas au niveau et que le niveau qui demandait pour les spé était bien trop élevé, quoi. Elle ne m'écoutait pas, donc c'était assez conflictuel, etc. Jusqu'au jour où elle a demandé rendez-vous avec mon prof de maths et que mon prof de maths lui a dit que j'étais la seule personne dans la classe qui ne comprenait rien, ce qui était relativement faux parce que mes amis ne comprenaient rien et ils étaient pas au premier rang. C'est juste qu'en fait, moi, j'étais en face de lui, donc il voyait que je comprenais rien. J'étais la seule au premier rang qui comprenait rien, mais c'est tout, hein. Voilà, donc ma mère a compris ce jour-là que ça serait me tirer une balle que de faire spé maths, surtout que je n'aimais pas les maths, enfin, c'était pas quelque chose qui m'attirait dans une quelconque carrière, même si il y avait cette idée reçue que faire des maths, ça laissait toutes les portes ouvertes. Voilà. Et que si on faisait pas maths, on se bloquait pas mal de portes. Sauf que c'était des portes que je voulais pas ouvrir, donc où était la nécessité? Bref. Du coup, cette année-là, on a eu des rendez-vous parents-élèves pour discuter des choix de spécialité. Moi, une chose était sûre, c'est que je voulais faire anglais. Voilà, j'ai toujours adoré l'anglais. C'était ma matière préférée, donc j'ai dit, de toute façon, c'est la seule bonne moyenne que j'ai, donc voilà. Et je voulais également faire de l'histoire, parce que j'étais forte en histoire. Et du coup, la spécialité, c'était histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Donc ça m'intéressait de ouf. Donc j'avais ces 2 idées-là, sauf qu'il fallait 3 spécialités. Et ça a été un casse-tête sans nom parce que en fait je savais pas quoi faire, genre rien ne m'intéressait, etc. Mes profs me disaient, mon prof d'histoire, je m'entendais extrêmement mal avec lui, donc il s'est opposé au fait que je fasse géopolitique comme spécialité parce que j'avais des mauvaises notes avec lui. En même temps, on n'avait pas de cours, mais bon, bref, je suis pas là pour critiquer, mais voilà. J'avais pas des bonnes notes et du coup, il voyait pas mon potentiel. Et mon prof d'anglais m'a soutenue dans ma décision. Et j'ai eu évidemment la réunion avec ma mère et ces 2 profs-là. Étant donné que j'étais une élève extrêmement studieuse en anglais et que je l'étais pas spécialement en histoire parce que je détestais mon prof et que il m'apprenait rien, ils se sont défoulés sur moi. Enfin, il s'est défoulé sur moi et ma mère m'a détruite. Enfin, elle m'a dit, mais je veux plus jamais entendre ça de ma vie et tout. Et genre, mon prof d'anglais, il était là, en fait, on parle pas de la même personne, on parle pas du même élève et tout. Et j'étais là, oh là là, catastrophe. Et mon prof d'anglais a suggéré l'idée que je fasse spécialité français. Alors, comment vous dire que j'avais la même note en français qu'en maths? Donc c'était inenvisageable. Ma mère a rigolé, hein. Voilà, c'était relativement drôle parce que j'ai des lacunes en français. J'ai des lacunes, on va dire les termes, j'ai des lacunes en français. Mais voilà, bref. Et du coup, j'ai fini par choisir spé SES. Bon compromis, je ne sais pas. En première, j'avais pas de prof d'SES, donc j'ai arrêté. Tout simplement, j'avais des bonnes notes, hein, j'ai arrêté, j'ai sécurisé mon petit 14 en SES et voilà. Et c'est du coup en première que les choses se sont compliquées parce que du coup j'avais des spé et je me mettais énormément de pression pour les spécialités et on avait également du coup on savait qu'on allait avoir les E3C durant l'année. En gros, pour vous expliquer ce que c'est les E3C, c'est des épreuves dans certaines matières. Il y avait langue, histoire géo et il y avait d'autres matières. Je crois qu'il y avait le tronc commun de matières scientifiques, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre pourquoi? Parce que on était censé avoir ces épreuves 3 fois sur 2 ans. On en a eu qu'une. On a eu qu'une épreuve de
ce type d'épreuve. Je sais même pas comment expliquer ça. Mais voilà, parce qu'en fait, ils ont compris que ça ne servait strictement à rien, que ça nous mettait un stress incommensurable et inutile, et que de toute façon, on n'était pas au niveau pour ces épreuves-là. En fait, c'était des épreuves de... C'était un peu comme des paliers de validation de compétences de tronc commun, en fait. C'était nul, même si j'ai eu des très bonnes notes en langue, c'était nul. C'était nul, c'était inutile. Voilà, personne s'en rappelle, ça veut peut-être dire grand-chose. Et c'est surtout que quand j'étais en première, pardon, bah c'était en 2019-2020. Donc, je vous laisse comprendre où j'étais. Bah, je n'étais pas à l'école, j'étais chez moi. Et j'ai fait du coup école à la maison. Et école à la maison, non, j'ai fait comme tout le monde, hein, voilà. Mais c'est là que ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé en fait, moi, le Covid. Je vous avouerai que bah, je l'ai pas du tout mal vécu, le Covid. Tout simplement parce que bah, j'ai très mal vécu ma rentrée de première, pardon, je vais y arriver. J'arrive pas, la chronologie des années au lycée, j'y arrive vraiment pas. En première, je suis rentrée en première. Le fait d'être dans un environnement aussi anxiogène qu'était le lycée à cette époque, avec les réformes, avec les profs qui nous disaient bah en fait vous avez pas le niveau et vous aurez pas le niveau parce qu'en fait ce qu'on nous demande de vous apprendre, on peut pas vous l'apprendre sur 2 ans, et en fait c'est infaisable quoi, c'est tout simplement infaisable. Et donc en fait on était enfin voilà, enfin pour moi en tout cas ça a été très 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 compliqué de 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 vivre avec le fait que là, pour le coup, vraiment, tes notes sont extrêmement importantes et que tu es obligé de travailler et que ça va en fait déterminer tout ton avenir, et voilà. Je le vivais extrêmement, extrêmement mal, tellement que j'ai fait une phobie scolaire. Voilà, tout simplement, voilà, on va dire les termes. J'étais, bah, en fait, j'étais jamais en cours. Enfin, jamais. J'abuse un peu, mais j'étais pas très souvent en cours, tout simplement parce que j'avais d'énormes migraines. Je faisais des crises d'anxiété. Voilà, c'était vraiment un enfer. J'ai eu la chance d'être extrêmement bien entourée par 2 profs à moi, ma prof d'anglais tronc commun et ma prof principale qui était ma prof d'histoire géo et du coup de spécialité HGGSP. Je vous en reparlerai dans un autre épisode de cette période de ma vie parce que l'école m'a détruite, mais il y a des personnes, dont ces 2 profs, qui m'ont sauvée tout simplement de cette période. Et du coup, j'avais quand même des éléments extrêmement sains dans ce chaos et des personnes du coup qui me comprenaient énormément. Et donc en fait, je passais le plus clair de mon temps soit à pas écouter les cours et à prendre du retard, soit à l'infirmerie. Voilà, j'étais très 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 souvent à l'infirmerie. C'était parce qu'en fait, je faisais des crises d'angoisse, j'avais des migraines et en fait, mes migraines étaient tellement intenses qu'il était pour moi impossible de suivre le cours, et bah, c'était extrêmement douloureux aussi, hein. Et c'est à ce moment-là que du coup, j'ai rencontré l'infirmier de mon lycée. J'ai dit ça comme si c'était une rencontre amoureuse alors que, pas du tout, hein, je tiens à vous rassurer. Mais il m'a beaucoup aidée parce que j'ai beaucoup parlé avec lui, et cetera. Bah, parce que quand j'étais à l'infirmerie, bah, il me donnait des médicaments, mais à part ça, il pouvait pas faire grand-chose à part me parler et discuter avec moi et comprendre ce qui allait pas. Et il m'a dirigée vers une psy parce qu'il m'a dit: «Ma chérie, tu ne peux pas continuer comme ça. Enfin, c'est pas possible de vivre dans cette situation à ton âge. Il faut savoir que j'étais à 5 minutes à pied de mon lycée et que tous les matins, c'était une angoisse pour moi d'aller au lycée. Sur le chemin, il y avait des moments où j'avais des vertiges, où je voyais trouble. Enfin, en fait, dès que je voyais le lycée, je commençais à paniquer, je voyais trouble, je devais m'arrêter, enfin vraiment comme pour reprendre mon souffle pour aller au lycée. Des fois, je vomissais avant d'aller au lycée. Voilà, c'était vraiment pas fun du tout. Et
Et voilà, il m'a dit: «Tu peux pas continuer comme ça parce que t'as pas fini tes études, quoi. T'es au milieu de tes études, donc il va falloir faire quelque chose». Et donc il m'a dirigée vers une psychologue pépite, vraiment pépite. Donc j'ai été suivie par une psychologue tout le lycée, enfin du coup, pendant le Covid et après. Et elle m'a énormément aidée. Elle a continué à me suivre du coup quand à distance lors du Covid. Et c'est également elle qui m'a du coup dirigée vers un psychiatre. Voilà, donc pour vous dire à quel point mentalement j'étais bas, c'est que j'en suis allée jusqu'à voir un psychiatre. Et en fait, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait parce qu'en fait, j'étais tellement au bout du gouffre qu'il y avait plus d'autres moyens que de me relever, en fait. Et donc, j'ai extrêmement bien vécu le Covid puisque, à quelques détails près, mais puisque, en fait, moi, on m'a dit: «Pia, tu arrêtes d'aller au lycée». Donc moi, j'étais super contente parce que tout ce qui allait pas dans ma vie, c'était d'aller au lycée. Donc là, on m'a dit: «Tout ce que tu ne supportes pas dans ta vie, tu n'auras plus à le confronter». Donc j'étais relativement contente. Et en fait, pour vous dire, pendant le premier confinement, je suis sortie 2 fois. Une fois parce que j'ai fait une crise d'angoisse et une autre fois parce que, ma mère, m'a dit: «Vraiment, faut que tu sortes parce que tu vas devenir folle». Mais j'allais très bien, vraiment, j'allais très bien. J'ai des très bons souvenirs du Covid, enfin du confinement plus que du Covid, hein. Et voilà, et moi ça m'a soignée en quelque sorte. J'étais toujours suivie par ma psy à distance comme je vous l'ai dit. Et c'est à ce moment-là que je pense qu'il y a un tournant dans mon anxiété parce que c'était un moment pour tous très anxiogène et les infos, c'était un enfer. Les infos, c'était un enfer, et cetera. Et elle m'a dit: «Pia, vous arrêtez. Les informations, vous arrêtez». Et depuis ce jour-là, je ne regarde plus les informations, du moins enfin, je les regarde, je continue à m'informer, mais j'ai pas les informations en boucle chez moi, ou du moins je les ai parce que, ma mère regarde les informations. Mais dès qu'il y a des informations, moi, mon cerveau se met en mode off. Je ne Il y a un bouclier entre moi et les informations. Et au vu de ce qui se passe actuellement dans le monde et ce qui s'est passé ces dernières années, ça m'a beaucoup aidée et je pense que je m'en serais pas sortie aussi bien si j'avais pas eu ce déclic et ce conseil de faire barrage, en fait, tout simplement envers les médias et les informations. Mais ça m'a énormément aidée dans mon anxiété et je pensais que, mon anxiété allait disparaître puisque, j'avais pas fini le lycée, mais j'avais fini par m'en sortir, quoi, grâce au confinement. Sauf que j'ai dû retourner au lycée, bien évidemment, en terminale. Et en terminale, je n'étais pas dans la même classe que ma meilleure amie. Ma meilleure amie qui était mon binôme, enfin qu'elle est toujours, hein, mais au lycée, si j'ai survécu à la période du lycée, c'est en partie grâce à elle. J'étais plus dans sa classe. J'étais avec elle que en anglais. Et donc quand j'ai appris ça, c'était l'été. Donc j'ai appelé mon ancienne prof principale qui était dans les discussions pour former les classes et je lui ai dit: «Madame, ça va pas être possible, en fait. Enfin, moi, je peux pas faire ça seule, en fait». J'étais vraiment dans une anxiété tellement intense que, en fait, pour moi, c'était inenvisageable de pas avoir mon soutien émotionnel avec moi toute la journée, en fait. C'était pas possible. Vraiment, c'était pas possible. Et au final, bon, elle a pas réussi à nous mettre dans la même classe, mais on s'en est sortis. On s'en est sortis. Et voilà, donc je me suis retrouvée, je vais pas dire toute seule dans la classe parce que c'est faux, parce que, j'avais la même structure de classe depuis 3 ans, parce que j'étais en classe européenne allemande, donc bon, je m'étais fait des amis, et cetera. Mais il y a amis et binôme et c'est 2 choses totalement différentes, mais j'étais quand même avec elle en anglais et comme j'avais 8 heures d'anglais par semaine, enfin plus, mais 8 heures
je crois 8 heures, c'est 8 heures de spé anglais par semaine. Bah, je la voyais quand même assez souvent, mais voilà. Et bah, du coup, la terminale. La terminale, bah, c'est à la période où j'ai commencé à consulter mon psychiatre qui m'a mis sous antidépresseurs. Voilà. Alors, les antidépresseurs, c'est un sujet qui a été assez tabou et qui l'est toujours dans ma famille, puisque à l'heure où je vous parle, je suis toujours sous antidépresseurs. C'est compliqué. C'est compliqué parce que je comprends que ça soit un sujet relativement tabou, etc. Mais quand on est mal, on est mal, en fait. Quand on est mal, on est mal. Et quand la dernière solution, elle est médicamenteuse, bah, elle est médicamenteuse et on peut absolument rien y faire. Après, le plus important, c'est de réussir à ne pas tomber dans l'addiction. Et c'est pour ça qu'il faut être relativement bien entouré et être entouré des bons médecins aussi. Parce que si c'est pas le cas, bah, c'est compliqué. Et je pense c'est que je suis persuadée que prendre ce genre de médicaments, ça demande aussi d'être relativement honnête avec soi-même et avec les autres parce que, bah, en fait, si le dosage n'est pas bon, il faut réussir à le réaliser et à l'admettre, qu'il soit trop fort ou pas assez fort, hein. Je le dis, voilà, moi j'ai pas eu ce genre de problème, j'ai toujours eu le bon dosage et j'ai toujours eu des professionnels de santé à l'écoute, même si j'ai fait quelque chose qu'il faut absolument pas faire à cette époque-là. J'ai ghosté mon psychiatre parce que je m'entendais pas avec lui et que j'étais têtue et que je voulais absolument pas parler. J'allais voir une psy, un psychiatre, voilà. Mais bon, bref, tout ça pour dire que l'année de terminale, c'était sûrement une des années les plus dures de ma vie, tout simplement parce que, bah, en fait, déjà, on nous a dit: «Vous avez des épreuves en mars, vous ne serez jamais au niveau pour ce qu'on vous demande» et qu'ensuite, toutes les 2 semaines, il y avait une information sur le bac, sur la réforme et cetera, différente et cetera. Il y a eu, je crois, un deuxième confinement, je me rappelle plus trop, mais bon bref, c'était un enfer. D'accord? C'était un enfer. Moi qui déteste l'incertitude, qui est control freak, voilà, enfin moi c'était un enfer pour moi de vivre ça. Je l'ai très, 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 très mal vécu. Je me mettais une pression de dingue. Enfin voilà, j'ai pas trop quitté les bancs de l'infirmerie parce qu'en fait, bah, j'étais juste anxieuse, quoi. J'étais anxieuse, j'étais mal, en fait, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment ça, en fait. Je n'y arrivais plus. Vraiment, voilà. Et pour moi, j'allais pas avoir mon bac. Je vous le dis, pour moi, c'était cuit, c'était mort. Voilà. Mais j'ai eu de la chance parce qu'au final, l'État a compris qu'on n'allait pas être au niveau pour des épreuves en mars. Donc, ils les ont décalées une première fois un peu plus tard. Après, ils les ont redéplacées en juin. Après, ils ont abandonné l'histoire. Mais du coup, j'ai pas eu d'épreuve de bac, à part le grand oral où j'ai eu 18. Voilà. C'est une de mes plus grandes fiertés, donc je continue à le dire. J'ai eu 18 au grand oral. Et, comment ça s'appelait? Philosophie. Philosophie où j'ai eu 8. Je sais encore toujours pas si c'est ma note de contrôle continu ou d'examen, parce que, en fait, ils prenaient la meilleure note entre la note de contrôle continu et la note d'examen. Voilà. Donc, autant vous dire que je n'avais pas à trop m'inquiéter. Mais je l'ai quand même fait, parce que, bah, à l'époque, je savais pas que ça allait se dénouer comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon psychiatre de me faire un tiers-temps, tout simplement parce que ça me donnait tellement d'anxiété. Parce qu'il faut savoir aussi, pour ceux qui seraient plus âgés que moi et qui n'ont jamais entendu parler de cette réforme, enfin, qui n'ont pas de personnes dans leur entourage qui ont subi cette réforme, c'est que les spécialités étaient coefficient 16. Donc en fait, je pouvais
juste pas te rater, tout simplement. Tu ne pouvais absolument pas te rater. Et moi, ça me mettait une pression de dingue. Et du coup, j'ai tout simplement demandé à avoir un tiers-temps au cas où je faisais une crise d'angoisse pendant l'épreuve, parce qu'il faut savoir que quand on fait une crise d'angoisse, on ne peut rien faire d'autre à part notre crise d'angoisse. C'est-à-dire qu'on est accaparé par le stress, que possiblement on doit évacuer la salle, l'endroit dans lequel on est. Enfin, vraiment, c'est pour se calmer, enfin, c'est très compliqué. Donc, j'ai évoqué l'idée avec mon psychiatre parce que c'est du coup le médecin, l'infirmière, je sais plus qui c'était, mais enfin bon bref, la personne chargée de la santé dans mon lycée qui m'a dit que c'était possible et que c'était faisable, surtout au regard de de l'état dans lequel j'étais. C'est que j'étais vraiment dans un état critique où la probabilité pour que je me retrouve face à ma copie le jour de l'examen et que je sois incapable de rédiger pendant une certaine durée était relativement probable. Je sais pas si ce que je viens de dire était français, mais j'espère que vous avez compris. Et donc j'ai demandé et je l'ai eu. Donc ça m'a soulagée d'un poids, puisque je me suis dit, quoi qu'il arrive, je peux me permettre de paniquer, j'aurai du temps en plus. Même si c'est pas le but, hein. C'est pas le but et c'est absolument pas prévisible et c'est voilà, mais au moins ça m'a soulagée d'un poids pour au final ne pas avoir d'épreuve, mais voilà. Et à ça, c'est ajouté l'anxiété de l'avenir, puisque évidemment, qui dit terminale dit Parcoursup. Je vous en ai déjà un peu parlé dans d'autres épisodes, mais Parcoursup, ça a été un enfer. Ça a été un enfer parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, les notes c'était extrêmement importantes et ma valeur était égale à mes notes. Et c'était un enfer. C'était un enfer parce que pour moi, j'étais qu'un numéro. Enfin déjà, le problème de trouver ce que je voulais faire de ma vie, etc. Je vous épargne l'anxiété que ça a été pour moi. Le fait de devoir attendre, de devoir attendre d'un algorithme une réponse qui détermine ton avenir. Mais alors, vraiment, plus jamais. Vraiment, plus jamais. Je me suis réorientée, et j'ai dit, quoi qu'il arrive, je ne me réorienterai pas avec Parcoursup parce que ça a été tellement un enfer Parcoursup pour moi que c'est inenvisageable. Je pleurais. Je pleurais, mais c'est que je pleurais à chaudes larmes tellement ça me donnait de l'anxiété. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait une fac de droit. Et du coup, sur Parcoursup, je sais pas si c'est ça dans tous les lycées et si c'est encore le cas, mais en tout cas, dans le mien, on devait faire 10 vœux. Et en fait, moi, je voulais rester en région parisienne, tout simplement parce que je vis avec ma mère et que je me voyais absolument pas partir de Paris et que, financièrement, je pouvais pas me le permettre. Et donc, j'ai mis mes choix de faculté en région parisienne et en fait, j'avais pas 10 vœux. Donc en fait, j'ai dû mettre des facultés en province, dont Saint-Étienne. Ma famille est originaire de Saint-Étienne, donc pour moi, c'était assez logique de mettre dans des villes où je connaissais du monde. Donc j'avais mis Saint-Étienne, logique, Caen, parce que j'ai une de mes meilleures amies qui est à Caen, et c'est plus ce que j'avais mis d'autres, et Nantes, je crois. Voilà. Sauf que moi, j'avais fait ça pour compléter mes vœux, et en fait, j'ai été acceptée à Saint-Étienne. Le premier vœu dans lequel j'ai été acceptée, c'était la faculté de Saint-Étienne. Et en fait, pour moi, c'était absolument inenvisageable de vivre à Saint-Étienne, tout simplement. C'est ma ville de cœur. J'adore cette ville parce que je connais des gens et qu'il y a ma famille, mais seulement pour ça. Je ne me vois absolument pas vivre dans cette ville. Et en fait, pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et à partir de ce moment-là, j'avais qu'un objectif, c'était d'être acceptée dans une autre fac et surtout dans une fac de région parisienne. Et j'ai attendu très longtemps et je pense que c'est l'attente qui m'a tuée et qui a tué mes espoirs. C'est que, en fait, j'étais dans l'incertitude. Donc j'avais quand même sauvegardé le vœu de Saint-Étienne parce que si j'avais pas les autres choix, j'étais obligée d'aller quelque part.
Mais voilà. Et ça a été très compliqué parce qu'en fait, je me voyais pas, je pense que déjà à cette époque-là, je me voyais pas en fac de droit, tout simplement. Mais en fait, j'avais pas le choix parce que j'avais voulu prendre une année de césure et faire au pair à l'étranger, mais je m'y étais prise trop tard et c'était trop compliqué, trop d'administratifs, et cetera, donc ça avait pas été possible. Et en fait, bah, j'étais juste perdue, quoi. J'étais juste perdue et j'avais aucune certitude, et je pense que c'est ça qui m'a bouffée de l'intérieur psychologiquement. C'est que je suis quelqu'un qui a toujours tout contrôlé et qui a toujours aimé tout contrôler. Je travaille sur ça actuellement, vous inquiétez pas. Mais l'incertitude liée à la peur de l'avenir, je peux vous dire que Parcoursup, c'était ça, quoi, en fait. Et je l'ai extrêmement mal vécu. Et j'ai été acceptée, du coup, à la faculté de Créteil. Et ma prof m'a dit que c'était pas une bonne fac et que elle préférait que j'aille ailleurs. Mais en même temps, j'avais pas trop le choix voilà, je préférais toujours aller à Créteil qu'aller, à Saint-Étienne, hein. No shame Saint-Étienne, mais voilà. Et du coup, j'avais dans ma tête une une fac absolument que je voulais. C'était Paris-Saclay et j'étais là, il me faut cette fac, sinon, bah, ça va pas être possible, en fait. Je peux pas aller à Créteil. Donc, j'ai stressé. J'ai énormément stressé. Je pleurais. Enfin, il y avait des matins, je me mettais à pleurer, et cetera. Enfin, même moi, je me rappelle même plus pourquoi je pleurais, tellement je pleurais, tellement j'étais anxieuse de voir mon niveau dans la file d'attente, et cetera. Enfin, c'était vraiment très, 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 très anxiogène pour moi. Et en fait, pour moi, ma valeur reposait sur ces classements, sur ces numéros, et cetera. Et en fait, j'étais dans l'incompréhension de me dire, en fait, mon avenir se joue sur un algorithme et sur tout ça, quoi. Et en fait, je pleurais parce que, pour moi, c'est un système injuste. Et quand je voyais mes camarades qui, eux, étaient des très bons des très bons élèves qui ont pas eu les choix qu'ils voulaient, bah, en fait, j'étais là, mais en fait, moi, si c'est ça l'avenir, en fait, je le veux pas. Enfin, c'est vraiment pas possible. Je veux pas vivre, voilà, je veux pas vivre ça, en fait. Au final, j'ai été acceptée dans la faculté que je voulais le 22 juillet 2021. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je m'en rappellerai toute ma vie de ce jour-là. C'est un des plus beaux jours de ma life, vraiment sans rigoler. Alors que bon, c'était moins drôle, hein, je peux vous dire. La fac, ça a été beaucoup moins drôle. Mais voilà, c'était vraiment un soulagement. Vraiment, je me suis sentie apaisée. Et je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai été fière de moi, scolairement parlant. Et là, j'ai dit, bon, soulagement, je sais ce que je vais faire de ma vie, je vais faire du droit. Maintenant, on sait que c'est pas le cas, mais au moins, j'avais un navire tracé avec bon compte en banque. Et en fait, finalement, c'est tout ce qui m'importait. On verra dans le prochain épisode que ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Et bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast sur l'application d'écoute que tu utilises, de suivre le podcast sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description du podcast. Et en attendant, je te dis bonne semaine, à la semaine prochaine.